Ok. Alors, Alors, Igor, alors je te présente Valérie et Camilla, qui sont membres du bureau de l'association Sunrise. Euh, bonjour. elles apportent Bonjour. l'association. Et alors, un plaisir. comment? Nous aussi. Et je ne suis pas, euh, je n'utilise Zoom très Oui, fréquemment. mais je sais. Je vais regarder ici. Euh, Maintenant, je dois partager mon écran avec vous. Oui, Ouais. oui, tu peux le partager en bas. Normalement, tu as un bouton pour partager. Mhm. Ouais, je t'autorise. Je vais trouver luxe. Je peux sélectionner une partie, GG. Oui, je pense. Alors moi, je vois pas ce que tu fais, mais normalement, tu peux. Mhm. J'ai cliqué sur partager, mais je ne peux pas voir si vous trois Non, on voit regardez pas mon ton. écran Non, on voit maintenant. pas. Non, là, pour l'instant, non. Essaye encore. Moi, je t'ai autorisé. Ah, ok. C'est bon. Maintenant, Ça Oui, vient. Oui, c'est parfait. alors, vous pouvez regarder exactement la présentation. oui, Oui. Ok. Ah oui, Alors, ça marche. tout à fait. alors, ok. Bon, je vais commencer par une petite présentation. Je suis Igor et je suis brésilien de São Paulo. Et Mhm. ça fait beaucoup de temps que je connais Géraldine. Et quand on s'est connus, je ne pouvais pas parler la langue française. Et je pense que c'est une chose intéressante. Beaucoup de ans après, et maintenant, je vais faire une présentation Hmm. avec Géraldine et Valérie et Camilla. Tout le plaisir est pour moi. Et Bravo. euh, Valérie et Camilla, vous deux étudiez les cours de homéopathie avec Géraldine, c'est ça? Naturopathie. Naturopathie, pardon. Oui, oui, Oui. on a étudié avec Géraldine. Euh, Moi, je suis chilienne. Ah, Mhm. oui, c'est vrai. Ah, ok. Et ouais. Moi, je suis du nord de la France. Alors, intéressant. Hmm. Alors, Si Ah, c'est ah, OK Sandrine. si c'est une OK nouvelle pour vous. personne est entrée, Ah oui, oui, Bertrand. oui, bonjour. Et, hein. Bonjour. Alors, Bonjour. GG et GG, Valérie, Camilla, Bertrand. On commence déjà, on espère 5 minutes pour les gens qui peut-être sont en retard. Qu'est-ce Oui, que vous pensez? Il y a des autres je- personnes qui ont reçu le lien? alors, nous, de notre Ah côté, ben, il y a Sandrine qui arrive. oui. Ok, ok. Alors, j'ai préparé cette présentation pour vous avec les détails de la neuroscience qui vont permettre comprendre comment fonctionne la dépression d'un niveau de cerveau. Et parce que vous travaillez avec la santé, je suis Oui. sûr que ça va être productif pour vous et intéressant. Euh, Mhm. je te dis ça, ça fait longtemps et peut-être il y a beaucoup de détails que je ne me rappelle, mais je vais donner mon meilleur. Et à la fin, on peut rester un temps et peut-être Pour des je, questions. je peux répondre des questions aussi.
OK? D'accord. Si Hmm. c'est OK Alors, pour vous, Igor m'a demandé d'enregistrer sa présentation. C'est bon pour vous? D'accord, donc les questions, on les réserve pour la fin, du coup, c'est ça? oui, 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 comme vous voulez, mais c'est OK pour vous que ce soit enregistré, enfin Oui, que tout sa à fait, hein. Il n'y a présentation pas de soit souci enregistrée. pour moi en tout cas. OK, parfait. oui, oui, sans problème, Gigi. Alors, on espère quelqu'un Euh, spécial. non, Oh, commence parce que je suis pas certaine que quelqu'un d'autre se connecte et sinon il prendra en cours de route. OK, OK, sans problème. Alors, premièrement, je vais vous donner quelques données sur le cerveau. Euh, Premièrement, il y a 86 milliards de neurones qui sont les cells du système nerveux. Et par exemple, il y a milliards de types de neurones. Euh, il y a beaucoup de gens qui pensent que parfois sont plus que 100 milliards, mais une neuroscientifique brésilienne, elle a corrigé ces numéros avec une recherche vraiment intéressante. Voilà. Et peut-être c'est avec le cœur, l'organe le plus important du corps, il consomme 20% d'oxygène. Ah, ça a coupé. Zut. C'est Non, c'est nous ou c'est c'est de bloqué. ce côté? Non, je pense que c'est de son côté. Et Ouais. de Ah, litres et demi. oh, ça a coupé, Igor. Attends, je sais pas si tu nous entends. Est-ce que, Pardon? Ah, c'est que Pardon? ça a coupé quand tu as parlé du pourcentage de De carburant. l'oxygène. est-ce que tu veux qu'on coupe la caméra pour qu'il y ait Oui, plus de bande passante? attends, Euh, je coupe aussi. Oui, je pense que ce n'est pas un problème, ça va fonctionner. oui, là c'est bon. Vas-y. Alors, euh, vous, vous m'écoutez maintenant? Oui, c'est bon. Oui. Oui, oui, c'est Alors, bon. OK. Euh, je dis que le cerveau utilise 20% de l'oxygène qui est utilisé par le corps. Il représente seulement 2% du poids corporel. Et par exemple, chaque minute passe par le cerveau 750 millilitres de sang. Ça veut dire, c'est un organe très important parce que, basiquement, il coordonne les autres activités qu'on fait, volontaires et aussi involontaires. Alors, ici, sont quelques parties intéressantes pour comprendre la dépression. Par exemple, euh, dans la partie plus interne du cerveau, il y a une chose qu'on appelle le système limbique qui est connecté avec les émotions. Par exemple, l'hippocampe, que c'est cette partie que vous pouvez regarder ici dans la corps jeune, euh, est vraiment important pour comprendre comment fonctionne la dépression. Et ici, la amygdala qui est proche du hippocampe, et finalement, les gyrus singulaires qui font une régulation entre le système limbique et le cortex préfrontal. Et on va parler plus sur ça après. Alors, sur les neurones, ils sont classifiés par différentes choses, comme fonction, forme, l'expression génique, euh, les types de neurotransmetteurs qu'ils utilisent aussi. Voilà. Et D'accord. la vitesse d'un signe, d'une substance chimique qu'un neurone va envoyer pour l'autre peut atteindre jusqu'à 720 km par heure. Ça veut dire est vraiment vite. Et voici, dans cette image, vous pouvez regarder une fente synaptique. Par exemple,
Euh, Ils sont milliards dans le cerveau, milliards dans le cerveau, mais ils ne se touchent pas. Il y a une vraiment petite distance entre les neurones de seulement 20 nanomètres. Et dans cette petite distance, ils vont se communiquer avec des substances chimiques. Par exemple, vous pouvez regarder qu'est-ce que j'essaie de montrer ici, dans mon écran. On voit. Ah oui, d'accord, c'est Oui, bon, on ce que voit. tu pointes, oui. OK, par Oui, exemple, ce circuit-ci, oui. ça s'appelle vésicule parce que un neurone produit un neurotransmetteur et accumule le neurotransmetteur dedans une vésicule comme ça. Et quand il y a une situation que le neurotransmetteur va être utilisé, la vésicule va ouvrir et le neurotransmetteur va rentrer dans les proches. Mais vous pouvez regarder ici qu'il ne se touche pas. Il y a une petite distance. Peut-être dans Mhm. cette autre image ici, c'est plus facile de regarder ça. Et par exemple, si tu touches quelque chose qui est chaud, il y a un neurone qui va transmettre le signe, pardon, le signal, tout le chemin jusqu'à la partie du cerveau qui va interpréter le signal comme chaleur et tu vas sentir dans ta conscience que la chose est chaude. Mais si quelque chose se passe durant le chemin de le signal, la personne ne va pas sentir, même s'il y a un stimulus là. Et pourquoi c'est important? Parce que les médicaments utilisés par l'industrie pour faire des traitements de dépression, ils vont travailler exactement dans cette région, la fente synaptique ici. Et par exemple, un neurotransmetteur va être libéré et il doit se connecter avec un récepteur du prochain neurone. Mais si quelque chose se passe qui ne permet pas cette connexion, le signal ne va pas être transmettre et, et la connexion va être perdue là. Et qu'est-ce que se passe? Pour une personne avec dépression, il y a quelques problèmes exactement dans cette partie. Les connexions, pour quelques raisons, ils ne sont pas fortes, fortes suffisantes pour garantir que la personne va percevoir une chose qu'avant, peut-être pourrait percevoir. Et il y a une substance qui s'appelle monamine oxydase qui va actuer euh, ici entre les, les deux neurones qui travaillent pour dégrader les neurotransmetteurs. Pourquoi ça? Euh, le neurotransmetteur est utile pour faire la connexion et la communication entre des neurones, mais il ne peut pas rester là toujours aussi, parce que s'il reste toujours, il va stimuler neurones parfois quand ce n'est pas nécessaire. Et pour une personne avec dépression, euh, il y a il y a niveau B, niveau bas des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Et ça veut dire que les connexions, ils ne réussissent de transmettre le signal jusqu'à la partie du cerveau qui vont percevoir euh, le plaisir et des choses positives dans la vie. Et cette enzyme appelée MAO comme acronyme, ou monoamine oxydase, euh, si elle travaille beaucoup, elle peut empêcher le neurotransmetteur de travailler. Et pour ça, il y a des médicaments qui vont empêcher
la fonction de cette enzyme appelée monoamine oxydase. OK, on peut avancer. Alors, les trois neurotransmetteurs les plus importants pour comprendre la dépression. Il y a des centaines de neurotransmetteurs. C'est possible de passer toute la vie en étudiant seulement les neurotransmetteurs. Mais voici les trois principaux. Par exemple, la dopamine, que peut-être vous avez écouté déjà, et qui est associée avec le plaisir, récompense, le contrôle moteur, l'attention, l'apprentissage. Et vous connaissez un film qui s'appelle Le Veille avec Robin Williams et Robert De Niro, Mhm. qui il y a des patients qui Ouais. souffrent avec la maladie de Parkinson et un médecin, il découvre un médicament qui s'appelle L-Dopa, Ah qui oui. basiquement va actuer dans la dopamine parce qu'elle ne sert pas seulement pour sentir le plaisir, elle sert aussi euh, pour le contrôle moteur. Ça veut dire, s'il y a quelques problèmes avec la distribution des neurotransmetteurs, il y a maladie. Le deuxième neurotransmetteur le plus important, c'est la sérotonine, aussi appelée 5-HT ou 5-hydroxytryptamine. C'est le nom scientifique qui est responsable par la régulation de l'humeur, de cycle veille-sommeil, l'appétit, etc. Et quand vous regardez les médicaments, toujours il y a des informations si actuer, si le médicament va actuer sur la Va dopamine, agir, Victor, c'est sérotonine, va agir. 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 Ah, ouais, merci GG. Ok. S'ils vont agir dans la dopamine, la sérotonine ou la noradrénaline. Alors, finalement, euh, le troisième, le plus important, c'est la noradrénaline, aussi appelée norépinéphrine, qui est responsable pour préparer l'organisme contre le stress. Et quand j'utilise le mot stress, je veux dire le cortisol, que c'est une hormone qui, malheureusement, il peut passer du corps au cerveau. Il y a une barrière qui sépare le système nerveux du reste du corps qui s'appelle barrière hémato-encéphalique. Et pas beaucoup de substances peuvent passer sur cette barrière, mais euh, le cortisol peut passer. Et pour ça, c'est vraiment négatif d'avoir un stress dans la vie parce que le stress peut générer des maladies. On parlera plus sur ça après. Alors, maintenant, vraiment important de, de donner quelques informations sur qu'est-ce que veut dire la dépression. Beaucoup de gens utilisent ces mots, mais parfois ne connaissent pas les symptômes ou comment peut-être savoir si quelqu'un a la dépression. Alors, selon le DSM-5, qui est un manuel euh, des États-Unis, il y a cette liste de symptômes. Et si la personne souffre avec 5 ou plus des suivants symptômes pendant 2 semaines, ça veut dire que la personne a un niveau de Élevé? dépression. Et ils sont l'humeur dépressive, la anédonie. Vous connaissez ce mot, anédonie? Non. 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 C'est la perte de plaisir. La personne ne sent pas de plaisir. Hein? D'accord. Par exemple, il y a hédonisme, qui c'est connecté Mhm. avec le plaisir. Anédonie, c'est sans le plaisir. Sentiment de D'accord. culpabilité, que la personne se sent coupable pour des choses, même choses qui... euh, non, On n'a pas. la personne n'a fait rien, mais se sent coupable.
aussi ce sentiment d'inutilité, aussi fatigue, perte d'énergie, la personne ne se concentre, est beaucoup indécise, pense beaucoup sur suicide, le sommeil est vraiment instable et perte d'appétit. Voilà. Euh, il y a ici pour vous une recommandation. C'est un questionnaire réalisé par un médecin danois. C'est possible d'avoir une idée si quelqu'un a dépression avec ce questionnaire. C'est vraiment intéressant de regarder. Et alors, vous pouvez regarder ces liens après. C'est Tu peux... en anglais, Major Depression Index. OK. Et quelques données intéressantes sur euh, l'interaction des médicaments et la dépression. Premièrement, les femmes souffrent plus que les hommes avec la dépression. Il y a un biais pour ça, peut-être parce que les femmes, ils ont, elles ont, pardon, l'habitude de consulter plus les médecins, mais aussi il y a des raisons hormonaux parce que les femmes passent par beaucoup de changements aussi. Qu'il y a un risque élevé de suicide pour les gens avec dépression. Cette chose, vous savez déjà. Euh, 33% des patients guérissent spontanément, ça veut dire sans avoir besoin d'utiliser quelques médicaments ou même thérapie. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne répondent jamais pour quelques traitements médicamenteux. Par exemple, euh, il n'y a pas un médicament qui va fonctionner pour tous les patients. Hmm. La vérité, c'est que durant les 3 premiers mois de quelques traitements, le médecin essaye de découvrir un médicament qui va fonctionner pour les patients. Parce que ce n'est pas possible de savoir d'avant si le médicament A va fonctionner pour les patients B. Et c'est vraiment ça. C'est un essai d'abord. Euh, alors, et même avec le possible, le possible critique, il fonctionne. Ça veut dire, il y a des personnes qui, après quelques traitements, ils ont amélioré et ils se sont complètement euh, récupérés après. Euh, alors, aussi, que les animaux, ils peuvent souffrir de dépression aussi. Hmm. Vous avez vu déjà quelques situations que une personne voyage, il laisse un animal avec quelqu'un d'autre, qui un chien ou un chat, il arrête de manger, il a toujours une expression triste. Ouais, Hmm. il souffre aussi de dépression. Alors, la maladie peut aussi commencer par le système digestif. Ça veut dire, s'il y a quelques problèmes dans le système digestif, ça peut évoluer pour une dépression. Et parce que le corps est tout connecté, basiquement. Alors, ici, peut-être la partie la plus importante pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec la dépression. C'est une partie du cerveau, euh, du système limbique, qui s'appelle l'hippocampe. Et pourquoi ce nom? Quelqu'un anatomiste qui a vu l'hippocampe la première fois a pensé que c'est pareil avec l'animal. C'est pour ça, l'hippocampe. Alors, c'est vraiment petit. Seulement 3 cm3 chez l'adulte. Et les études montrent que cette région du système limbique diminue de taille dans les personnes avec dépression. Et pourquoi ça? Parce que beaucoup de neurones, elles atrophient durant la dépression.
Et avec ça, la fonction est perdue. L'hippocampe est responsable pour la régulation de l'humeur, navigation. Par exemple, si quelqu'un voyage, cette région se développe et devient plus grande. Aussi la mémoire et l'apprentissage. Et tout connecté, basiquement. Euh, OK, on peut avancer. Avant d'avancer, c'est important de regarder que sont deux côtés du cerveau qui ont l'hippocampe. Il y a à gauche et à droite. OK. Voici une partie qui s'appelle le gyrus denté, qui c'est une partie de l'hippocampe. Et dedans cette partie, il y a des régions qui s'appellent CA1 et CA3. Et basiquement, dans cette région CA3, se passe cette atrophie des cellules. Et c'est vraiment une chose grave parce que de peu en peu, la personne va perdre de, va perdre la capacité de réguler les propres émotions, aussi la capacité d'apprendre. Voilà. Ça c'est une chose qui c'est connu dans la neuroscience, qui si quelque chose se passe avec les cellules dans cette région, qui euh, existeront des conséquences. C'est ça. Alors, finalement, cette partie que vous regardez ici s'appelle l'amygdala, qui est aussi connectée avec les émotions. Et dans la personne avec dépression, l'amygdala est plus active et la personne réactionne avec beaucoup d'intensité contre les événements de la vie. Par exemple, tous les gens passent par événements négatifs, mais une personne avec dépression va réagir avec plus d'intensité. Pour ça, la amygdala ne fonctionne pas comme une personne normale. L'amygdala va donner une intensité d'émotion plus grande que pour une personne sans dépression. Hmm, OK. Et voici le système de récompense euh, qui basiquement est responsable du plaisir et la motivation. Par exemple, euh, au passé, quand on était dans les forêts, c'était important pour les humains de chercher la nourriture. Et par exemple, euh, si la personne est satisfaite avec quelques quantités de nourriture ou de personnes dans un groupe, euh, au passé, dans la nature, il existait une chance de survival. Comment c'est ça? De survie. De survie euh, plus bas que si la personne a toujours l'intérêt de rechercher plus de nourriture ou plus de personnes. Et s'il y a quelques problèmes avec la dopamine du système de récompense, ça veut dire que la personne va avoir des comportements connectés pour chercher des choses, même quand il n'existe pas un besoin. Par exemple, la personne n'a pas faim, mais veut continuer à manger. Ou la personne est mariée, a déjà une famille, mais veut chercher plusieurs de personnes pour avoir des expériences sexuelles. Ça veut dire, euh, ça c'est la recherche par la dopamine, basiquement. La dopamine ne laisse pas que la personne être satisfaite
pas beaucoup de temps, va faire que la personne cherche toujours plusieurs expériences. Mhm. Et s'il y a un problème avec la dopamine, la personne n'est jamais satisfaite. Et cette partie est aussi connectée avec la dépression parce que dans un patient dépressif, le niveau de dopamine est bas et les médicaments, ils vont agir ici aussi. Alors, on peut avancer. OK. Maintenant, on parlera un peu sur les médicaments antidépresseurs. Euh, la mission de quelques médicaments contre la dépression sont d'essayer à rétablir le fonctionnement normal du corps. Et même avec beaucoup de critiques, ils fonctionnent. Mais, naturellement, tous ont des effets secondaires aussi. Ça veut dire, euh, c'est impossible de toucher quelques parties du système nerveux sans toucher des autres parties aussi. Euh, alors, un médicament peut peut-être changer quelques effets sur le plaisir, mais en même temps, laisse un autre effet à côté. Et c'est impossible de contrôler ça. Alors, hmm, il y a aussi des personnes qui souffrent de dépression, mais c'est un besoin génétique. Par exemple, euh, sur ce schéma que vous avez vu avant, parfois c'est quelques problèmes que la personne souffre parce que peut-être le corps, pour quelques raisons, ne produit pas une substance qui va être utilisée dans un circuit entre les neurones. Ça, c'est possible. Et dans ce type de cas, la personne a besoin d'utiliser les médicaments pour toujours, parce que sans les médicaments, ne va pas fonctionner. Alors, euh, et bon, pour les cas quand un médicament fonctionne pour les patients, euh, avec la psychothérapie, de peu en peu, la personne va se sentir meilleure. Mais après, c'est intéressant de suivre avec la thérapie. Alors, voici euh, les 5 types de médicaments antidépresseurs. Quand vous allez lire les noms de médicaments après cette présentation, vous allez comprendre finalement euh, quoi exactement il fait ou comment il agissent. Par exemple, le inhibiteur de la récapture de la noradrénaline et dopamine. Je vais revenir dans cette image ici. Par exemple, le neurotransmetteur va être libéré par la vésicule d'un neurone. Et il y a aussi un mécanisme qui va récapturer ou réabsorber le neurotransmetteur. Il peut utiliser le même neurotransmetteur d'une prochaine fois. Et si quelque chose se passe et le neurotransmetteur n'est pas absorbé de nouveau, il va être disponible dans la fente synaptique et ça veut dire qu'il va être utilisé de nouveau et de nouveau. Ça va grandir la probabilité que le signal va être transmis jusqu'à la partie du cerveau où ce signal va être interprété. Alors, euh, il peut aussi travailler sur l'enzyme monamine oxydase. Comme j'ai expliqué, la monamine oxydase, c'est une substance chimique qui va détruire le neurotransmetteur. Si tu peux empêcher cette destruction, ça veut dire si tu peux empêcher le travail de ce type de substance,
le neurotransmetteur va être disponible par plusieurs de temps aussi. Les autres, ils vont agir sur les mêmes procédures que noradrénaline et dopamine. Ça veut dire de lasser le neurotransmetteur disponible dans la fente synaptique pas plus de temps. La sérotonine et noradrénaline. Et ici, je laisse pour vous aussi le nom de quelques médicaments qui utilisent, cette stratégie. Euh, et euh, le dernier ici, antidépressifs hétérocycliques, qui sont tricycles ou tétracycliques, euh, ils, ils agissent aussi sur les mécanismes de moduler le neurotransmetteur, mais ils ne sont pas beaucoup utilisés actuellement parce que euh, ils ont plusieurs des effets secondaires. Hmm. Alors, c'est ça. Euh, je, je peux répondre à vos questions maintenant. Merci beaucoup, Igor, pour la présentation en français, en plus de ça. Oui, Tu t'es bien débrouillé. Tu parles très bien français, donc merci beaucoup. Il y a des questions? Moi, j'aurais voulu revenir sur la digestion, enfin sur la dépression et la digestion. Euh, comment comment ça peut, comment ça peut interférer, enfin comment ça peut venir? Est-ce que c'est parce que la personne, comment dire, mécaniquement, enfin au niveau fonctionnel, mâche pas Hmm? suffisamment correctement et que du coup elle ne profite pas des aliments qu'elle mange et donc elle les transforme pas en neurotransmetteurs, ou est-ce qu'il y a un autre système? Ah, Alors, avant que tu répondes, Igor, je pense que ça va couper. On peut se reconnecter sur le même lien de la visio. Comme ça, Oui. tu on réponds. se connecte. Oh, OK, OK. Oui, On peut reconnecte-toi et tu fermer et se réponds. reconnecte. OK, Je vois OK. que ça. Alors, je te réponds dans 1 minute. Ouais. Ok, ça marche. Tout à fait. OK. Vous m'écoutez bien? Oui, tout à fait. Oui. OK. Alors, euh, dans les intestins, il y a beaucoup de neurones qui sont responsables pour la production de sérotonine, qui basiquement la sérotonine est un neurotransmetteur responsable pour réguler les humeurs aussi. Et aussi, il y a une partie du système nerveux qui s'appelle système nerveux entérique. Il y a une connexion entre tous les organes du corps avec le cerveau par un nerf qui s'appelle nerf vague, je pense que pour le fonctionnement normal du corps, est peut-être le nerf le plus important. Et c'est pour ça, si il y a quelques problèmes dans l'intestin, par exemple, qui peut faire des inflammations contre les neurones qui produisent sérotonine dans le système digestif, ça va être senti par les personnes. C'est ça. Donc du coup, en fait, ça serait en fait, ça serait dû au système nerveux autonome, enfin le système nerveux vague, hein, enfin, Non, 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 pardon. qui, Empirique. Ah, entérique. il y a un système qui s'appelle système nerveux entérique Oui, c'est et celui qui est sur le cœur, euh, ça. le nerf vague, c'est un nerf qui est connecté avec le cerveau Oui. et le nerf vague a des ramifications jusqu'à l'intestin et des Mhm. autres organes du corps. Ça Mhm. veut dire qu'il y a une communication entre l'intestin et le cerveau. Mhm. Si la personne a mangé beaucoup de choses avec gras, avec sucré, et a généré beaucoup d'inflammations dans l'intestin, ça peut générer des problèmes pour des neurones qui habitent là, dans l'intestin, qui produisent la sérotonine. Et
ça va influer aussi le cerveau parce qu'il est connecté. Donc, du coup, ce que tu es en train de me dire, pour les personnes qui sont, alors c'est pas tout à fait la dépression, mais enfin bon, après ça, c'est de la dégénérescence quand même. Ceux qui sont atteints de maladies Parkinson et Alzheimer, en fait, ça pourrait être aussi une des causes, donc, du coup, d'un dysfonctionnement des intestins. Toutes les maladies mentales ou maladies du système nerveux en général, Hmm, elles commencent par des inflammations. d'accord. Ok. Par exemple, une personne peut commencer avec anxiété, qui peut développer pour une dépression, qui après, si la personne est traite et empire, ça peut développer pour schizophrénie. C'est la parole? C'est le nom. Schizophrénie. Hmm, Uh-huh. Toutes les maladies, elles sont connectées. Bipolarité aussi. Alors, hmm. c'est ça. Ok. Je connais un cas d'un mec qui, avant, il n'avait rien de problème et il a découvert un problème. Je ne connais pas ce mot en français, mais en anglais, c'est le Bowel syndrome. Ah oui, le syndrome de l'intestin irritable, je crois. Ça, exactement ça. De intestin irritable. Mm. La première chose qui est recommandée pour quelques personnes avec ces problèmes, c'est d'arrêter de manger le gluten. Et pour la majorité des patients des maladies psychiatriques, la même chose. La personne doit jeter le gluten parce que le gluten est, est composé par des protéines qui vont attaquer le système digestif, vont générer des inflammations et vont laisser la situation de quelques maladies mentales pire qu'avant. Par exemple, il y a une substance qui s'appelle gliadine Mm. euh, dans le gluten. Ça c'est la pire substance qui, si quelqu'un mange, va générer des inflammations. Parfois, si un patient euh, lasse de manger des choses avec gluten, pain, pizza, lasagne, la personne va se sentir meilleure parce que lasse de générer des inflammations. Et ce mec que je raconte, il a commencé avec ça et de cette syndrome d'intestin irritable, GG. Oui, Oui. intestin Alors, irritable, oui. de syndrome d'intestin irritable a développé pour une bipolarité. Et avant, il n'a eu pas ces problèmes. Ça veut dire, elle vraiment commencé avec son intestin. Hmm, d'accord. Et cette personne, elle ne mange plus de gluten aujourd'hui? Euh, je parlais avec Loïc Camila, mais malheureusement, il n'a pas arrêté. Ouais. Il, il y a beaucoup de patients qui ne veulent pas changer des habitudes pour se sentir meilleurs. Hmm, Parfois, la personne connaît exactement ce qu'elle doit faire, mais ne va pas utiliser l'information. Patience. hmm. Est-ce que tu as de la documentation sur ça, sur la bipolarité liée à l'intestin irritable? Il, il y a beaucoup des articles qui connectent le gluten avec maladie mentale. Ouais. Ok. D'accord. Ouais. C'est des sites américains ou brésiliens? C'est... Non, normalement, Camila, il y a un website qui s'appelle PubMed. Vous pouvez Ouais. lasser les mots et rechercher des articles médecins, par exemple. Tu peux répéter? PubMed, je peux. PubMed. Uh-huh. PubMed. P-U-B-M-E-D. Mhm.
Exact. PubMed. OK, merci. Sinon, tu pourras m'envoyer des liens et moi, je pourrais le mettre aussi je pourrais l'envoyer aux filles. Oui, oui, Si bien tu as sûr. des articles que tu souhaites partager, je les enverrai. Ouais. Et Euh, est-ce que tu penses que, par exemple, cette personne, si elle avait changé de régime alimentaire et qu'elle mangeait plus de gluten, tu penses que c'est réversible, qui peuvent guérir la bipolarité ou c'est pas réversible? euh, je peux répondre, Camilla, que c'est possible d'améliorer beaucoup, mais il y a un cas qu'une réversion 100% est déjà impossible parce que toutes les inflammations, elles vont tuer des neurones. Hmm. Et c'est vraiment difficile d'établir de nouveau euh, les connexions. Malheureusement, ils sont vraiment sensibles. Si le neurone passe par stress et il meurt, ils ne vont pas être de nouveau disponibles si Mm. la personne change. Mais au moins, on va réduire les effets. Par exemple, la personne va arrêter d'empêcher la situation. Ça, c'est déjà une chose importante de réussir aussi. Hmm. Hmm. Mais est-ce qu'on renouvelle nos neurones? Mhm. On les renouvelle? Connexion. Il y a ce type de possibilités. Par exemple, il y a quelques substances qui stimulent le grandissement de nouvelles neurones. Et, mais je ne peux pas te garantir que elles vont résoudre un problème d'une maladie mentale. Et il y Mhm. a des études d'une substance qui, en anglais, s'appelle Lion's Mane. Ah, mais c'est la griffe. Non, griffe du chat, La non? C'est le truc du La, chat, la c'est la griffe du griffe, chat, non? Oui, griffe de, griffe de lion, ça, en français? Ah griffe du oui, chat, je crois, non? non, ou alors du lion. C'est quoi? Oui. C'est un champignon, tu parles, là? Ouais, ouais, exact. Oui, C'est un oui, champignon c'est qui le lion. C'est griffe de stimule. lion, Je ne savais plus, oui. quelque chose du lion. J'en ai Ce en anglais champignon aussi. stimule le développement de nouvelles neurones. C'est vraiment intéressant de connaître ça. Et de la même manière qu'on doit avoir cette préoccupation avec la protection des neurones, c'est aussi nécessaire d'avoir une préoccupation avec l'inflammation. Par exemple, des autres substances qui vont être utilisées pour réduire l'inflammation sont bienvenues dans quelques traitements. Par exemple, la curcumine, vous connaissez déjà. Oui, C'est la même chose en français. Turmeric. oui, curcumine. Uh-huh. Il y a des Oui, études qui connectent la curcumine avec une réduction des symptômes de dépression aussi. Et c'est vraiment difficile euh, avoir quelques intoxications avec curcumine parce que c'est une chose naturelle, c'est une plante. hmm, Euh, Après la curcumine, il y a aussi un autre champignon qui s'appelle Ganoderma lucidum, qui peut aussi être utilisé pour réduire des inflammations. Attends, Je connais ça. tu peux l'écrire dans la conversation, s'il te plaît, Oui, ah oui, dans le je vais chat. regarder comment je peux faire ça. En bas, tu as un bouton chat normalement. Hum, Il y a marqué pour la crinière de lion, en fait, hein, qu'il permet de stimuler la croissance des cellules du cerveau, les exact. éricénone et érinacine. Éricénone et érinacine, ouais. De plus, ces études animales ont montré que la crinière de lion peut aider à protéger contre la maladie d'Alzheimer,
Les maladies Mhm. dégénératives du cerveau qui causent une perte progressive de mémoire. Ganoderma, c'est un autre type de substance qui est naturelle et peut être utilisé pour réduire Ah, des inflammations. J'écoutais un cas d'une femme chinoise qui a donné Ganoderma pour sa mère, qui avant, elle a commencé avec quelques maladies mentales et après 2 semaines, en utilisant la Ganoderma, sa mère a amélioré. C'est Mhm. intéressant de connaître ça, au moins. La partie la plus difficile, parfois, est de définir la quantité que quelques patients peuvent utiliser ça. Mais ce sont des solutions qui, qui ont le pouvoir d'aider dans quelques situations. Pas seulement pour la dépression, pour quelques maladies mentales. Parce que toutes les maladies mentales sont des inflammations dans le système nerveux. D'accord? Mhm. OK. Vous avez plusieurs de questions? Est-ce Et que... donc, avec, oui, vas-y. Non, non, vas-y. Avec ces champignons, en fait, on n'a pas le problème de la dépendance Non. à l'antidépresseur. Ah, OK. OK. Parce que l'antidépresseur, moi, ce qui me soucie, c'est que souvent les personnes n'arrivent plus à s'en passer. Mhm. Alors, sur ce problème, Valérie, basiquement, Mhm. euh, une fois qu'un traitement est initié, est vraiment difficile de lasser les médicaments. Par exemple, euh, au commencement, la personne va utiliser les médicaments tous les jours. Mais quand un médecin a vu la situation et juge que la personne peut commencer à lasser les médicaments, la personne Mhm. va faire plus ou moins comme ça. Un jour, utilise les médicaments, passe, passe une journée sans utiliser. Après, un jour utilise, 2 journées sans utiliser. Après, 3 journées. Et dépend un peu jusqu'à que le cerveau peut s'adapter à nouvelle réalité parce que c'est Ah oui. vraiment différent qui fonctionne sans les médicaments. Et le cerveau peut s'adapter pour beaucoup de choses différentes et malheureusement, il y a ce problème qui il laisse la personne dépendante aussi. Euh, voilà. Sur les champignons, euh, on ne considère pas ces champignons comme médicaments. Ils sont substances naturelles. Ils sont choses qui sont Mhm. disponibles D'accord. comme nourriture, mais nourriture qui ont des propriétés de améliorer la santé. Mhm. C'est ça. Ils n'ont pas ce problème de générer dépendance. Au moins, je ne connais aucun cas de quelqu'un dépendant de Ganoderma ou de griffe de lion. mm. Mais Euh, c'est fréquemment utilisé, ce type de champignons, dans Pardon? les dépressions? C'est fréquemment utilisé, les champignons, dans les dépressions? Alors, je commentais sur ça parce que je me rappelais sur les effets sur l'inflammation. Mais Ouais. malheureusement, la psychiatrie est une science qui, à mon avis, euh, a déjà arrêté d'évoluer. Ils sont toujours intéressés par des médicaments, pas de solutions naturelles Mhm. aussi. Mais il y a des autres schémas D'accord. qui parfois vont aider quelques patients sans avoir besoin de mettre quelques médicaments qui vont lasser ces problèmes de dépendance, par exemple. Et ça veut dire, vous n'avez jamais écouté sur Ganoderma ou sur
curcumine, C'est le aussi reishi, bien évidemment, rébellion c'est reishi. d'un médecin. Ils, ils, ils étudient à l'université seulement sur les antidépresseurs, seulement les médicaments, c'est ça. Hmm. Faire travailler Ok, le cerveau. d'accord. Ça vient de la partie de la neuroscience qui est vraiment intéressante, mais est aussi une partie de la neuroscience qui est vraiment jeune, qui Mm. s'appelle neuroimmunologie. Hmm. D'accord. Et, et le, neuro, le médecin, il n'étudie pas la neuroimmunologie. Par Hmm. exemple, il n'y a pas un protocole qu'un médecin peut utiliser. Combien de curcumine que je peux Ah oui. donner pour un Hmm. patient ici? Non, ça n'existe pas. D'accord. Mais le fait que l'on soit comme ça attaché à un produit, hein, est-ce que ça vient pas de la dopamine? Est-ce que tu disais justement sur le système de récompense où en fait le corps il est bien à un moment et donc du coup il va constamment chercher à stimuler un bien-être et donc du coup est-ce que c'est pas avec enfin avec les substances médicamenteuses qui veut rentrer dans dans ce système, en fait, enfin, pour se sentir mieux. Euh, ta, ta question est s'il y a quelques médicaments qui peuvent réduire l'activité sexuelle, c'est ça? Bah, Non. non, non, non. En fait, parce que tu parlais de dopamine tout à l'heure et Ah, en disant que, en fait, le problème, enfin, la dopamine semble avoir, enfin, le corps en a, enfin, le corps en a besoin pour faire référence à un plaisir. Donc, soit par la nourriture, soit par les besoins sexuels, soit par je ne sais quoi, le jeu ouais. ou d'autres choses, quoi. Est-ce que, justement, est-ce que euh, euh, quand on est en dépression et que l'on prend des médicaments, est-ce que ça fait pas justement aussi référence à cette dopamine? Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de contrôler cette dopamine pour que on sorte de ce système euh, déviant, en fait, hein. Ah, OK. Vous pouvez regarder mon écran ici? Ouais. OK. Euh, il y a cette classe de médicaments qui s'appelle inhibiteur de la recapture de la noradrénaline dopamine. Ce type de médicament, il va agir exactement sur le mécanisme de la dopamine. Mm. Parce que la dopamine est un neurotransmetteur qui est partout dans le cerveau. Et, et il fait beaucoup de choses. C'est pas seulement cette sensation de récompense. Mm. C'est aussi le contrôle moteur. Voilà. Et, Et et les personnes qui ont Parkinson, justement, ben, c'est des problèmes aussi de dopamine, puisqu'il y a le problème moteur. Et souvent, ceux exact. qui ont Parkinson sont aussi atteints de dépression, d'ailleurs. C'est... Exact. Ouais. Mm. Il y a une quantité euh, qui est c'est fixe, un neurone doit lasser pour la prochaine neurone qui va recevoir cet neurotransmetteur pour faire tout le chemin jusqu'à la partie du cerveau qui va percevoir quelques expériences comme un plaisir. Si, ou contrôler un mouvement, par exemple. Si il y a quelques problèmes avec la quantité de neurotransmetteurs, plus, plus haut ou plus bas, la personne va avoir des problèmes. Hmm. Et c'est vraiment facile de générer problèmes dans le système. Par exemple, pour les gens qui ont déjà utilisé des drogues, comme la cocaïne, la cocaïne Mhm. a la capacité de libérer une quantité géante de dopamine dans le cerveau. Mais avec ça, va aussi lasser après une période vraiment longue
sans dopamine. La Ah personne oui. ne va pas se sentir content et heureux pour toujours. Ça, c'est impossible. Mhm. Et C'est comme si tu avais en fait un stock de dopamine et que là, avec justement certaines substances où on consomme en fait tout le stock et du coup on euh, se retrouve sans rien et le corps a besoin d'en fabriquer quoi. oui, oui, je vais vous montrer exactement ça. Un moment. Je, je vais retourner sur mon écran, mais malheureusement ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais par exemple, j'ai montré avant pour vous une partie de la neurone qui s'appelle vésicule. Ça, Mhm. c'est où le neurotransmetteur est accumulé. Et quand la personne utilise une drogue comme la cocaïne, la vésicule va être ouverte pour libérer beaucoup de dopamine dans le système. Mm. Et elle D'accord. va être, c'est un neurotransmetteur après. La- cette vésicule dans le neurotransmetteur, elles sont le réservoir du système. Mm. Mais il y a un limite aussi. Et elles n'ont pas un neurotransmetteur pour toujours. Si la personne utilise une drogue, ça va libérer beaucoup de dopamine et après, elle va rester sans. Mm. C'est ça. Ouais. Et Après, dans la vidéo, Benjamin, peut-être tu peux regarder exactement cette partie du vidéo où j'ai montré la vésicule. Mhm. Je ne sais pas Ouais. pourquoi je ne réussis pas à Oui, revenir je. à ma à présentation. mon avis, t'appelles... Ah non, c'est pas ça. T'as pas appuyé sur le truc annoter à gauche, on dirait que t'as un pinceau. Oui, on dirait que ouais, on dirait que tu as un pinceau. C'est peut-être pour ça que ça marche. Oui. Ah oui, exact. Ah, ok. Voilà. Maintenant, j'ai vu, GG. Alors, c'est ici, euh, la Mm, vésicule qui est un cercle, Mhm. mm, c'est ça. parfait. Une chose intéressante, il y a des neurones qui sont responsables pour la production de dopamine, des autres qui sont responsables pour la sérotonine, des autres responsables pour la norépinéphrine. Voilà. Quelques neurotransmetteurs vont être responsables par un type de pardon, quelques neurones vont être responsables par un type de neurotransmetteur. Ça, c'est important de savoir. Voilà. Moi, j'avais une question, c'est par rapport à ta dernière slide. Mhm. Euh, comment, comment ils choisissent d'utiliser plutôt telle catégorie que l'autre? Par exemple, les médecins, je ne sais pas si tu as cette information, sur quels finalement symptômes ils se basent pour savoir s'il faut plutôt un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et dopamine, ou bien un inhibiteur de la monoamine oxydase, ou enfin tu vois. C'est selon les symptômes GG. Par Mhm. exemple, un médecin doit faire beaucoup de questions pour les patients pour regarder comment est la situation. Par exemple, sur, sur la recherche sexuelle sans limite, je sais que la fluoxétine est un médicament qui peut réguler ça. La personne va sentir moins d'intérêt, Ok. par exemple. Ouais. Et la C'est selon fluoxétine, les il est où? symptômes. Attends, c'est dans quelle catégorie? C'est le troisième, Ah oui, d'accord. Ok. ISRS. Oui, oui, je vois. Ouais. OK. Mm. Bon, c'est très bien. Est-ce que vous Oui, avez... il y a pas des marqueurs. Enfin, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas des marqueurs pour chaque neurotransmetteur en fait. Mm, mm. Exact.
Comme j'ai commenté, Valérie, Mhm. malheureusement, il n'y a pas un médicament qui va fonctionner pour tous les patients. Oui, Et durant 3 mois, le médecin va essayer. Il donne quelque chose, il regarde les effets. Ne fonctionne pas, il change. Et c'est ça, jusqu'à trouver quelques médicaments qui vont fonctionner pour le cas. d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez qu'on ferme la conférence de ce soir? Moi, je voulais savoir, Igor, tu fais quoi dans la vie? C'est ta profession? Alors, actuellement, euh, j'enseigne des langues en ligne et, et je suis occupé avec un livre. Je veux écrire un livre sur l'apprentissage des langues avec des explications neuroscientifiques. Mais je suis aussi intéressé sur la neuroimmunologie. La neuroscience est incroyable, est connectée avec toutes les choses de l'humanité. Et une fois que je lance ce livre, je vais me dédiquer plus pour la neuroimmunologie parce que c'est une partie de la neuroscience que j'aime et je peux regarder que va aider beaucoup de gens au monde. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient ça spécialement. Ouais. Mhm. Super. Bah, merci beaucoup, hein, vraiment, super présentation, très intéressant, et tu t'exprimes super bien. Merci. Alors, Merci si- beaucoup, Igor. Et Merci. s'il n'y a pas d'autres questions, bah, à ce moment-là, on peut clore la conférence. Merci Mhm. pour ton temps, pour la préparation des diapos et puis pour effectivement Ouais, super. faire présentation qui est très riche en informations très intéressantes. Et puis, si jamais tu es intéressé pour présenter d'autres choses par la suite, c'est avec plaisir sur d'autres thématiques, peut-être aussi bah, qui fassent un pont entre nous, des thématiques qu'on peut voir et la neuroscience. Donc, bah, ce serait avec grand plaisir. bien sûr. Mm. Alors, c'est le plaisir pour moi. Merci beaucoup, hein. Merci Merci, beaucoup, Igor. Ida. Merci, Igor. Merci. À plus. Au Au revoir. revoir. Bonne Au soirée. revoir. Mm. Hop.